pourquoi les taxes sont présentes sur le carburant et augmentent? Parce que les mêmes personnes me demandent, je me suis engagé à le faire, de changer progressivement notre économie, d'aller vers une économie, on dit souvent, plus décarbonée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une transition environnementale à faire pour moins utiliser les ressources traditionnelles qui sont polluantes, qui créent des émissions. Novembre 2018. Emmanuel Macron annonce l'augmentation de la taxe carbone sur les carburants dans un contexte d'augmentation du prix de l'essence. Le prix du gasoil venait alors de dépasser le cap symbolique d'1,50 € le litre. Chaque mois, Caroline remplit en moyenne 3 fois son réservoir. En Lozère, impossible de se passer de son véhicule. Cette augmentation, c'est la goutte de trop. Le samedi 17 novembre 2018, des manifestants vêtus d'un gilet jaune occupent les ronds-points dans toute la France pour protester. Leur première revendication est le retrait de la taxe carbone. Mais rapidement, de nouvelles revendications apparaissent. Retour de l'impôt sur la fortune, grande réforme démocratique, non-remboursement de la dette, financement des services publics, nationalisation d'EDF, retraite à 60 ans, baisse du coût du loyer. Toutes ces revendications sont à l'opposé de ce que fait le président depuis 2 ans. Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables, dans l'Hexagone comme outre-mer. Gilets jaunes contre gouvernement, cette fois la guerre d'usure est bel et bien déclarée en Corée. On ne lâchera pas et s'il faut foutre le bordel, on foutra le bordel. C'est malheureux, mais s'il faut en arriver là, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut au départ. Mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on nous écoute et qu'on arrête de nous prendre pour des chefs, pour être polis. Une semaine plus tard, le samedi 24 novembre, les Gilets jaunes décident de converger vers Paris pour manifester sur les Champs-Élysées. Mais qui sont ces milliers d'hommes et de femmes qui font vivre le mouvement? Quelles sont leurs vies, leurs rêves et leurs doutes? Comment une révolte spontanée sans organisation officielle structurante a pu durer aussi longtemps? C'est ce que nous allons voir dans le livre de Pierre Blavier, Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints. Pierre Blavier est chargé de recherche au CNRS en sociologie et sciences politiques à Lille. Ses travaux portent sur les budgets de famille et les inégalités de conditions de vie, ainsi que sur les relations professionnelles et les mouvements sociaux. C'est un ouvrage en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, son livre « Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints », publié en 2021 aux Presses universitaires de France. Pierre Blavier pense qu'il y a une tendance à vouloir homogénéiser les foules, notamment en ce qui concerne les gilets jaunes. Pour lui, il faut faire attention à l'expression « classe populaire » qui est floue et s'intéresser plus particulièrement à quels sont les milieux sociaux les plus mobilisés dans ce mouvement. Ainsi, il cherche à analyser qui sont les gilets jaunes présents sur les ronds-points. Tout d'abord, on observe chez les gilets jaunes un faible taux de diplômés du supérieur. Il y a une majorité d'ouvriers de l'industrie et d'employés, ainsi qu'une présence de petits indépendants, de professions intermédiaires et de fonctionnaires de catégorie C. Plus de la moitié des femmes du mouvement sont dans le secteur de la santé, du ménage ou de la petite enfance. Les chauffeurs sont 3 fois plus représentés chez les Gilets jaunes que dans toute la population française active. Selon une enquête collective nationale par questionnaire, 17% des Gilets jaunes des ronds-points sont des chômeurs. Selon cette même enquête, le revenu médian des Gilets jaunes des ronds-points tourne autour de 2 000 € contre 2 500 en France. 2 tiers d'entre eux déclarent avoir du mal à finir le mois. Les catégories populaires peu représentées sont les employés administratifs, dont l'auteur explique l'absence par leur tendance à s'aligner politiquement sur leur direction, ainsi que les ouvriers qualifiés de l'artisanat, dont le sociologue Benoît Coquart explique l'absence par leur reconnaissance et leur proximité avec leur employeur, ce qui limite leur envie de suivre des mobilisations sociales. Les journalistes et les hommes politiques ont beaucoup cherché des précédents historiques à ce mouvement des Gilets jaunes, jusqu'à aller interviewer des historiens comme Gérard Noiriel.
Parmi les précédents historiques régulièrement cités, il y a le mouvement des bonnets rouges de 2013 en Bretagne qui manifestait contre l'écotaxe. Selon Pierre Blavier, c'est une erreur de le considérer comme un précédent historique des Gilets jaunes. Même si le mouvement des bonnets rouges manifestait aussi contre une fiscalité routière que le gouvernement légitimait comme une mesure écologique, il y a de nettes différences. Tout d'abord, le mouvement des bonnets rouges est régional, là où celui des Gilets jaunes est national. Le mouvement des bonnets rouges rassemble tout autant des ouvriers agricoles, petits patrons et syndicats agricoles, et est bien plus lié à des corps intermédiaires que ne le sont les Gilets jaunes. Il y a donc de grandes différences tant dans la sociologie du mouvement que dans l'organisation. Pour le sociologue, le précédent historique est à chercher beaucoup moins loin. C'est le mouvement Colère de 2018. Le mouvement Colère, c'est le mouvement contre l'abaissement de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h à 80 km/h. Comme pour les Gilets jaunes, ce mouvement est national, avec plein d'antennes régionales et locales. Il s'organise autour de groupes et de pages Facebook avec peu de corps intermédiaires et manifeste le samedi avec des opérations sur la route. Il porte parfois même déjà le gilet jaune pour être vu de manière sécurisée lors des opérations. Les gilets jaunes font des blocages filtrants sur les ronds-points. Cela leur permet d'avoir plusieurs points de rassemblement autour de chaque ville, créant un véritable ancrage local articulé à l'échelle nationale. C'est comme ça qu'est né le symbole du gilet jaune, qui est d'abord porté pour le besoin de sécurité lors des blocages. Il devient rapidement un marqueur politique. Contrôler la route, c'est aussi s'arroger un droit régalien de la gestion de la route. C'est faire un pied de nez au gouvernement en lui volant un de ses pouvoirs, celui d'encadrer la liberté de circuler. Il y a dans ces manifestations une remise en cause symbolique des hiérarchies sociales. Pour illustrer ce phénomène, Pierre Blavier nous rapporte une anecdote. 20 novembre 2018. Une grosse berline noire essaye de passer à l'impromptu à contresens et est immédiatement arrêtée. Le conducteur, manifestement un homme cadre âgé d'une cinquantaine d'années en chemise, explique qu'il est médecin et pressé. Il n'a pas de caducée sur le pare-brise, seulement une mallette à l'arrière et des documents d'une grande banque nationale au logo en forme d'écureuil. Le passage lui est refusé et on le contraint à patienter dans la file comme tout le monde en lui disant que c'est pas beau de mentir. Et sa tentative lui vaut par la suite des colibés réitérés de nombreuses fois. C'est un médecin, il n'a pas le caducée mais il a la voiture. C'est le vétérinaire de l'écureuil. Certains actes ne font pas forcément l'unanimité au sein des gilets jaunes. Par exemple, le fait de brûler des pneus sur la route peut créer des débats internes sur l'écologie et la pollution. La consommation d'alcool est aussi sujette à débat, car certains voient cela comme nuisant à l'image du mouvement, lui donnant un aspect trop festif ou pouvant servir à caricaturer les gilets jaunes comme des alcooliques. Malgré tout, le soutien dans la population est majoritaire. Ce soutien s'exprime dans les sondages, mais aussi dans des actes au quotidien comme la présence d'un gilet jaune sur le pare-brise ou par des dons de nourriture ou de palettes aux manifestants des ronds-points. Ce qui a été beaucoup remarqué, c'est que le mouvement est né en dehors des partis et des syndicats traditionnels. Les premières semaines, les centrales syndicales ne soutiennent pas officiellement les gilets jaunes. Du point de vue des dirigeants syndicaux, le mouvement des gilets jaunes est avant tout antifiscal et ils ont peur qu'il soit rapidement instrumentalisé par l'extrême droite. Les syndicats sont critiqués par beaucoup de gilets jaunes comme étant trop mous et le non-ralliement est vécu comme une forme de mépris de classe de la part des dirigeants syndicaux. Pierre Blavier parle d'un rendez-vous manqué avec les syndicats. Malgré cela, on observe un fort taux de syndiqués chez les gilets jaunes. Il est aux alentours de 20% sur les ronds-points selon l'enquête nationale par questionnaire. Parmi les gilets jaunes syndiqués, il y a une surreprésentation de la CGT. Mais là encore, Pierre Blavier nous dit, je cite, « Aucune organisation politique ou syndicale française ne semblait disposer ni de la légitimité ni des effectifs sur tout le territoire pour encadrer une telle mobilisation. » Il y a aussi le mouvement des stylos rouges, qui est un mouvement de professeurs soutenant les gilets jaunes. Ces militants sont souvent présents en manifestation le samedi, mais très peu sur les ronds-points. De plus, ils restent très marginal sur le terrain, malgré la dégradation des conditions de travail des professeurs et le gel du point d'indice des fonctionnaires. Selon Emmanuel Todd, cité par Pierre Blavier, le manque de mobilisation des professeurs est dû aux revendications trop matérialistes des gilets jaunes, au déclin du Parti socialiste et au déclin du syndicalisme enseignant,
lui-même dû à une fausse conscience de classe et un net recul de la participation du corps enseignant aux grèves. Outre les syndicats nationaux, il y a un échec de la convergence avec les mouvements locaux de défense des services publics, notamment au début. Les Gilets jaunes sont pourtant interprétés comme un mouvement de défense des services publics des espaces ruraux et périurbains dans un contexte de déclin de la desserte ferroviaire, de fermeture des lieux de santé, de fermeture de classes et de bureaux de poste. Les collectifs locaux déjà établis rejoignent peu les Gilets jaunes au début, ce qui est parfois, là encore, vécu comme du mépris. Ce détachement de tout parti et syndicat crée un brouillage idéologique dans lequel coexistent des militants d'extrême gauche et des militants d'extrême droite, avec un ralliement par opposition à la Macronie. Chez les plus militants, on a pu observer des échauffourées entre militants de bords politiques opposés, le ralliement par opposition ne permettant pas toujours d'effacer les clivages les plus profonds. Les premières revendications des Gilets jaunes concernent avant tout la route et les carburants. Mais rapidement sur les ronds-points, on parle de tout un tas d'autres sujets. Coût de la vie, fiscalité, chômage, temps de travail, services publics, démocratie ou encore violence policière. Toutes les revendications fusent et les journalistes, comme les Gilets jaunes eux-mêmes, ont du mal à les lister de manière exhaustive. D'autant plus que le mouvement paraît silencieux de prime abord, car il y a très peu de pancartes et de banderoles comparé au mouvement traditionnel, et le mouvement refuse d'avoir des représentants nationaux officiels. Ainsi, le symbole du gilet jaune est un signifiant flottant selon l'expression d'Ernesto Laclau, c'est-à-dire un symbole des demandes sociales insatisfaites. Dans la deuxième partie du livre, Pierre Blavier parle davantage du contexte économique et notamment de la manière dont les ménages de gilets jaunes font des choix budgétaires et s'arrangent pour se serrer la ceinture. Il ne veut pas faire une étude de marché, mais tente de comprendre comment les ménages joignent les deux bouts. Son approche s'inspire de l'ethnocomptabilité d'Alain Cotreau. Pour résumer l'approche de l'ethnocomptabilité, il suffit de citer Alain Cotreau lui-même. Compter comme les gens comptent, tel est le point de départ de l'enquête d'ethnocomptabilité. Elle s'inscrit dans une démarche d'anthropologie de l'évaluation définie par de simples interrogations. Qu'est-ce qui compte dans la vie? À quoi tiennent les gens? À quoi voit-on qu'ils y tiennent? Selon Pierre Blavier, la mobilisation des Gilets jaunes peut s'interpréter comme la réponse populaire à une offensive sur les budgets de la famille, ce qui explique le sous-titre du livre. Nous sommes actuellement dans un contexte de modération salariale. La modération salariale, c'est le ralentissement de l'augmentation des salaires depuis les années 80. Cela est principalement dû au chômage, à la désindexation des salaires sur les prix et aux maigres revalorisations du SMIC. Dans ce contexte, les possibilités de revendication salariale sont limitées car les négociations se font avant tout à l'échelle individuelle. C'est pour cela que le mouvement des Gilets jaunes a réussi à davantage mobiliser au sujet du coût de la vie et au sujet de la fiscalité qu'au sujet des salaires, qui sont vus avec un certain fatalisme comme étant quasiment verrouillés. En parallèle de cette stagnation des salaires, il y a une augmentation des dépenses contraintes. Entre 2015 et 2019, le prix du gasoil est passé d'1 € le litre à 1,50 € le litre. Le gaz et l'électricité ont augmenté de 10% et l'indice des prix à la consommation était de plus 4%, même si ce chiffre est à prendre avec du recul car c'est une agrégation de prix moyens. Les prix de l'immobilier, qui ont énormément grimpé depuis les années 2000, constituent une charge très importante pour les locataires et les primo-accédants. Il y a en plus de cela un sentiment d'injustice fiscale. La fiscalité a une part très importante dans les dépenses contraintes des Gilets jaunes. Pierre Blavier prend l'exemple d'un ménage de Gilets jaunes avec enfants, dont la fiscalité représente 45% des dépenses. En parallèle, chez un smicard célibataire, la fiscalité représente 8% des dépenses contraintes. Plus on gagne, plus on perd, ce qui crée un sentiment de stagnation, même lorsqu'on fonde un ménage avec 2 salaires ou qu'on a une augmentation salariale. De plus, certaines mesures fiscales allégeant la fiscalité des plus riches, comme par exemple l'abolition de l'impôt sur la fortune, sont vues symboliquement comme une injustice fiscale par rapport aux plus pauvres qui se sentent écrasés sous les taxes et sous les impôts. La fiscalité devient d'autant plus insupportable aux yeux des Gilets jaunes quand elle est liée à une politique de nudge.
Le nudge, aussi appelé paternalisme libéral, est un ensemble de méthodes et de politiques publiques visant à influencer les comportements plutôt que d'imposer ou d'interdire par la loi. Cela peut se faire de plein de manières différentes et sur tout un tas de sujets. Dans le domaine qui nous intéresse ici, il y a des techniques de nudge par la fiscalité. La taxe carbone, pour dissuader les gens d'utiliser du carburant, en est une. L'augmentation du prix du paquet du tabac pour inciter les consommateurs à arrêter de fumer en est aussi une. Mais cette politique de nudge fiscal est vue comme punitive envers ceux qui n'arrivent pas à changer de comportement, comme pour le cas des fumeurs par exemple, ou envers ceux qui ne peuvent pas faire autrement, comme pour le cas des automobilistes. Cette politique est vue comme une injustice, puisque les plus pauvres se retrouvent sur le carreau. Elle est vue comme d'autant plus infantilisante et paternaliste, puisque l'État oriente peu subtilement le choix des consommateurs plutôt que de décréter une interdiction explicite pour tout le monde. Il y a donc un effet ciseau entre les salaires stagnants et instables et le coût de la vie de plus en plus élevé. Pierre Blavier trouve que cela rappelle la situation pré-révolutionnaire, juste avant les différentes révolutions françaises, et il évoque à ce sujet le livre « Comment naissent les révolutions » d'Ernest Labrousse. Le conflit de la bourgeoisie avec le prolétariat n'est ni moins ancien, ni moins âpre qu'avec l'aristocratie. Par l'organisation du placement, l'interdit, la grève, les compagnonnages s'efforcent d'ajuster le salaire monétaire à la montée du coût de la vie et n'y parviennent d'ailleurs pas. Le pouvoir d'achat s'affaisse lourdement au cours du siècle. La contrariété est ainsi frappante entre la hausse du revenu bourgeois et la baisse du revenu ouvrier. L'antagonisme naturel des partenaires n'aurait dû que s'entendre davantage, et il semble bien qu'il en fût ainsi. Mais pas au point, cependant, de supplanter d'autres antagonismes, au moins aussi anciens et bien plus vivaces, celui de l'ouvrier, souvent paysan la veille, contre le personnage même de l'aristocrate. Grand propriétaire foncier, maître direct ou indirect de la plus grande partie du stock négociable des céréales, bénéficiaire de taxes locales frappant directement ou indirectement les produits de première nécessité. Ce qui frappe dans l'économie d'alors, c'est la lourdeur, la passivité de la courbe du salaire comparée à celle du coût de la vie. Dans de très nombreuses professions, la grande industrie et notamment le groupe capital du textile sont à part, le taux du salaire garde, durant de longues années, le caractère d'un forfait, d'une constante. La variable, le facteur décisif, celui dont la hausse ou la baisse marque la compression ou l'aisance du budget, c'est la hausse ou la baisse du prix des principaux produits de consommation populaire et, avant tout, des grains. Du pain qui représente en moyenne, bon an, mal an, la moitié des dépenses familiales du salarié. Le prolétariat d'alors apparaît extrêmement attentif à ses intérêts de consommateurs. On peut dériver sur l'aristocrate, sur l'accapareur, ses colères sociales. En fait, l'ordre est plus gravement troublé par les émeutes de subsistance qui coalisent tous les éléments populaires que par les grèves.